Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'inflation avec les chiffres du CPI qui sont sortis aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on va aller analyser vraiment dans le détail et on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments, c'est-à-dire liquidité sur Bitcoin, Ethereum et sur le Total 3, donc le reste des altcoins. Allez, intro. Alors, la structure sur BTC. Hier, on n'était pas nécessairement dans le vrai, puisque on pensait, on va dire, ou en tout cas on était dans cette idée-là que, vous le voyez ici, la structure de compression qui avait été cassée par ici, qu'on allait potentiellement tenir eh bien, ce point-là. Ça n'a pas été le cas sur fond de mauvais CPI et pricing de mauvais CPI également, bien sûr. Pour l'instant, vous voyez que on est en train de tenir cette distribution-là. C'est-à-dire que on n'arrive pas à casser, vous le voyez ici la distribution, là on est en time frame 4 heures. Je vous ai un peu nettoyé les niveaux, tout simplement parce que j'ai fait je viens déjà de recorder à peu près pas mal de vidéos, on va dire, et j'ai eu un problème de son dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un like parce que je refais toute cette vidéo ici à ce stade. Donc je viens ici de faire déjà toute cette analyse-là. Ce qu'on voit globalement, c'est peut-être une perte de ce 4 heures, même si on ne peut pas tout de suite l'effacer parce que vous voyez que on a perforé dessous, certes, mais il est possible que dans les 4 heures qui arrivent, donc là il nous reste 2 heures pour le faire, il est 16 heures, il faudrait que ça aille à 18 heures, ça soit repassé au-dessus, il est possible qu'on soit juste sur une mèche de prise de liquidité. C'est-à-dire qu'on préserve ça, d'une certaine manière on préserve la petite tendance haussière qui est là dedans, qui est assez larvée, hein, donc attention, tout simplement en préservant ce creux-là, d'accord. Je considère que ce creux-là ici, il est plus ou moins mineur parce que le moment où on fait un nouveau plus haut, finalement, il se trouve quelque part par là. On veut absolument préserver ça. Si on veut préserver la manière qu'on a de monter également, on doit préserver la trend qui est celle-ci. Attention, si on perfore ça, donc on perd en fait d'une certaine manière, là vous comprenez qu'on avait perdu la distribution en cassant tout simplement ça. Si on perd l'accumulation, hein, puisque un triangle il y a un peu des deux, eh bien ça veut dire que vraisemblablement on se dirige sur une structure latérale, c'est-à-dire un retour autour des 60 000 $. Ce qui n'est pas impossible, il y a de la liquidité effectivement aux 60 000 $. On va faire une analyse de liquidité bien sûr derrière pour voir si effectivement c'est le cas. D'une certaine manière, moi je dirais que vous voyez qu'on avait une accumulation là qui était comme ceci. On en avait une qui était très légèrement plus incurvée, je dirais, et je parlerai ici de un peu quelque chose comme ça, voilà. Si on vient à perdre un peu tous ces points-là, et notamment, je dirais, l'accumulation du moment, hein, et bien à ce moment-là, on a quand même des bonnes chances de revenir revisiter le point pivot qui est là et qui correspond quand même plus ou moins également à un niveau 4 heures, à savoir 65,5. Si jamais on perd la Q qui est là, pour moi c'est la target. Maintenant, puisque technique des points pivots, hein, tout simplement, quand vous couchez une accumulation petit à petit, vous allez au bout d'un moment la mettre à plat. C'est ça l'idée de la technique des points pivots, tout simplement. Mais pour le moment, on ne la perd pas. Donc pour le moment, on attend également aussi, et c'est important. Donc encore une fois, si on perd tout ça, petite chance d'aller à 60, certes, mais en tout cas, de belles chances d'aller à 65 370. Donc 65 370, runner jusqu'à 60, et là on parlerait éventuellement de s'intégrer dans une forme de flat sur cette correction, déjà dans un premier temps. Si jamais en revanche on vient à tenir l'accumulation qui est ici, mais aussi casser la petite distribution qui est en place sur le 4 heures, à ce moment-là c'est target ATH tout simplement. Donc vous avez là les deux niveaux, les signaux qui pour moi sont importants. J'ai déjà un petit peu nettoyé la charte encore une fois parce que j'ai déjà fait cette vidéo, je suis en train de la refaire à nouveau, et encore une fois du coup mettez un like parce que c'est vraiment du temps de passer et j'avais pas forcément envie de la faire deux fois celle-là, mais globalement voilà un petit peu l'idée. Ether contre BTC, on reviendra sur la structure dans des plus petites time frames de Bitcoin. Moi je trouve qu'il s'est pas trop mal maintenu. Surtout dans un contexte où on parle de taux d'inflation. Pourquoi ça? On tient ce 4 heures, enfin pour le moment en tout cas, hein, attention, c'est pas une certitude que ça va être le cas, et pour le moment, vous voyez qu'on est peut-être en train de passer aussi là-dessus, donc sur Ether BTC, je suis assez étonné, mais il aurait pu corriger plus que BTC finalement, et je trouve qu'il se maintient pas trop mal sur zone.
Deuxième chose, Ether contre le dollar. On est là en 4 heures toujours. Alors, il y a plusieurs possibilités. On en a déjà parlé sur Ether contre le dollar. On peut, je pense d'ailleurs, enlever celui-ci. Ether contre le dollar, bah, c'est soit on a poussé, là on est sur une correction haussière qui est toute larvée et qui nous donne finalement une forme de flat, hein, un flag. Et donc du coup on reproduit cette vague-là depuis le haut de cette vague-là, c'est-à-dire 2700 sur Ethereum. Si on, le signal, c'est quoi? C'est de perdre l'accumulation qui est là, hein, la parallèle un petit peu de ça, auquel cas bah, on visera 2007. À l'inverse, sur Ethereum, il y a des niveaux à tenir, je dirais. C'est-à-dire que vous voyez que je crois pas... Non, on n'a pas encore tout à fait perdu le 1 heure qui est ici. Et ça, c'est un point pivot qui est intéressant. Je crois qu'on en a parlé déjà hier de ce point pivot. Mais là, vous voyez que c'était un support. Au moment où on passe dessous, on le reteste comme résistance. Et là, bam, on accélère, d'accord? Ici, bon, on l'a pas retesté tout à fait, mais on n'était pas loin. Et ici, au moment où on le passe, on accélère littéralement aussi. Donc, c'est un point d'accélération qui est important. Attention, ce qu'on veut ici, c'est préserver ce niveau. Et pour le moment, vous voyez qu'on est probablement en train de le perdre. Sauf si dans... 2 minutes, donc vous voyez qu'il est 58 là, donc effectivement on devra passer ce niveau en 4 heures, on va même le faire tout de suite, parce que je doute que dans 2 minutes on soit 30 $ plus haut sur Ethereum, donc voilà. Ça c'est pas une très bonne nouvelle, si vous passez un niveau 1 heure en 4 heures à la baisse, quelque chose qui devait faire tout simplement support. Vous voyez ce que vous avez sous les yeux là, c'est une descente, correction haussière et une nouvelle impulsion. Donc concrètement ici, qu'est-ce que ça pourrait nous dire éventuellement sur Ether? Ça pourrait nous dire que pour le moment il s'est bien comporté, mais s'il ne maintient pas le niveau 4 heures et s'il ne réintègre pas tout de suite finalement la petite distribution, la petite accumulation qui est là, hein, vous voyez que le flag là ici il est relativement flagrant. Hein. Voilà, là on est peut-être au retest du flag. Si ça rejette un petit peu sur cette zone et que ça continue à baisser, à ce moment-là, target 3275 sur Ether. Globalement, nous emmener une target de 3275. Pour le moment, ça ne nous fait pas réellement perdre ça. Ce qui activerait une target à 2007, d'accord. Pour le moment, ça ne nous fait pas vraiment perdre ça. Donc, c'est soit on tient 3274, justement, le dernier 4 heures qui est à peu près sur cette zone-là. Et là, on se reprend. C'est-à-dire qu'on avait ça qui était assez larvé. Mais en fait, finalement, c'était un retournement, un petit peu de situation un peu mou et qui finalement nous donne la structure et l'accélération. Soit c'est tout simplement un joli flag que nous avons sous les yeux. Et auquel cas, on retrouvera un Ethereum à 2700 $ à un certain moment. Donc pour l'instant, tout ça semble un peu plutôt baissier, je dirais, dans les structures 1 heure, etc. C'est pas très joli à voir, sauf à dire qu'on tient les niveaux qu'on avait mis en avant hier et avant-hier. Ensuite, le total 3, on fait un petit tour sur la structure aussi également. Vous voyez que là, c'est pareil, ça dévisse un petit peu. Ça passe même, on va dire, sous... alors là, j'étais en régular, autant pour moi. Ça passe... ça passe pas encore, non. Ça tient à peine, on va dire, la structure. Pardon. Ça tient à peine la structure. Mais ça la tient quand même, en tout cas, pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que ça soit perdu. Difficile de dire ici si hier, vous voyez qu'on était dans l'idée de running flat. Ok. Pour le moment, on revient sur le support qui crée plus ou moins cette running, d'accord, sur fond de mauvaises news. Ce que je regarde ici, moi, et ce que j'aime bien voir d'une certaine manière, et c'est ça enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que cette distribution-là, elle semble pas extrêmement impulsive non plus. Vous voyez qu'elle est très larvée, très linéaire. Certes, elle a une certaine pente, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui semble aller dans l'impulsion vers le bas. On va voir, il faut que ça tienne le niveau et que ça pète la distribution qui est ici. Et à ce moment-là, on peut se dire, ok, la structure, effectivement, nous avait donné l'info qu'elle était en train de se retourner ici, ou en tout cas qu'on allait vers une continuation, d'accord ? Le creux ici est relativement bas. Pour le moment, je pense vraiment qu'on peut se baser sur celui-ci pour dire qu'on perdra la structure ou qu'on la maintiendra. Pour moi, ce 4 heures-là, il est un peu primordial. Si jamais on se maintient ici sur le niveau, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un W de retournement, c'est-à-dire
quelque chose qui est plutôt dans le ton, on va dire, d'un retournement. On perd pas tout à fait la structure, mais vous voyez qu'elle est un petit peu altérée ici. On a le droit de faire des mèches sur des choses ici qui datent depuis très longtemps. On a le droit de mêcher dessous. Ce qu'on veut pas, c'est faire des clôtures. Là, ici, vous voyez qu'on est en 1 heure et on regarde quelque chose tout simplement qui est depuis 1 ou 2 mois. Donc, je dirais que c'est plutôt de l'ordre du daily. C'est une trend qui est plutôt de l'ordre du daily. Donc attention à préserver les niveaux actuels sur les altcoins, ça a bien corrigé ici, c'était en train de se reprendre et vous voyez qu'on a eu le signal ici que ça allait corriger finalement quand on perd l'accumulation qui s'était faite ici et c'est le moment un petit peu où on accélère. C'est normal que les alts prennent une petite baffe par rapport à BTC sur ce type de news autour de l'inflation. Et les news, on va en parler justement. J'en profite également pour vous dire de surtout, c'est très important, mettre un like sur ces vidéos si le contenu vous plaît. Pas hésiter à partager les vidéos, pas hésiter à venir vous abonner éventuellement sur le Twitter de la chaîne. Et également, bien évidemment, à venir utiliser tous les liens d'affiliation, tout ce que vous avez en description de la vidéo, puisque pour ma part, de mon côté, j'ai pas besoin de cet argent, donc je le reverse à une association humanitaire qui est Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui finalement ont des problèmes cardiaques à la naissance, les emmène en France, leur permet de se faire opérer dans nos hôpitaux, ce qui finalement fait tourner les équipes, etc. et vraiment plutôt une très bonne chose. Globalement, ça coûte à peu près 12 000 euros d'opérer un enfant et l'année dernière on a pu payer l'opération entière de Khalifa. J'espère que cette année, alors c'est très compliqué les affiliations en ce moment avec tous les problèmes qu'il va y avoir sur les BitGet, les Bybit où on a refusé, etc. toutes ces choses là. J'espère que cette année on va pouvoir faire la même chose. Pour le moment c'est un peu mal parti mais on va voir si ça peut se faire, ce sera tant mieux. Alors, globalement, ce qu'on regarde ici, c'est l'inflation. On va essayer de pas trop être long là-dessus, mais c'est important d'en parler parce que tout simplement, ça conditionne est-ce que les marchés sont plutôt risk-on ou risk-off. Globalement, vous avez un dollar qui paye bien en ce moment. C'est-à-dire que si vous prenez des bons du trésor, ça vous rapporte 5%. Vous avez également un investissement qui n'est pas... C'est pas tellement le moment d'investir, et c'est à ça que sert la hausse des taux, tout simplement, à freiner un petit peu l'économie. Malheureusement, ce qu'il se passe, c'est que visiblement, l'économie, entre guillemets, est plutôt sur une bonne lancée, elle n'est pas freinée actuellement. On a également pas mal d'immigration aux États-Unis, donc ça maintient plus ou moins, ça crée une nouvelle dynamique, on va dire ça comme ça. Également, et un plein d'emplois en ce moment avec des Américains qui galèrent en raison de l'inflation et qui ont tendance à venir accepter tous les jobs qu'on leur propose, mais voire également prendre 2 emplois, et on avait déjà fait l'analyse là-dessus. Ce qu'on voit globalement ici, c'est qu'on avait un consensus qui nous disait que ici on serait autour des 3,4. Donc être à 3,5 n'est pas du tout une bonne nouvelle. Vous voyez également que on est en train ici éventuellement, moi j'ai tendance à tout analyser avec des trends, etc. Mais ici moi j'avais placé une trend au départ, la trend de baisse initiale, on va dire, la moins péchue de toutes. Et vous voyez qu'on est en train de passer au travers avec ce plateau sur l'inflation. On a ce que j'appelle vulgairement une inflation de demande qui est autour des 3,8%. C'est ça qui plombe un petit peu. Mais on a également une déflation du pétrole plus énergie qui se calme. Donc le pétrole reprend entre guillemets du poil de la bête en ce moment sur fond de contexte géopolitique compliqué, mais aussi également il est probablement en train de pricer les bonnes nouvelles économiques puisqu'on a encore de la croissance, on a encore toutes ces choses-là. Donc on est dans un contexte un peu particulier, on va dire, où malgré des taux qui sont très hauts, on garde une inflation forte, on ne veut pas aller gratter le dernier pourcent ici, puisqu'on ce qu'on veut c'est être à 2%, c'est l'objectif de Jérôme Powell. Le mandat de Jérôme Powell c'est plein emploi, 4% de chômage globalement à peu près, et 2% d'inflation, ce qui l'a relativement foiré pour le moment, mais où en tout cas, on va dire que c'est plus ou moins ce vers quoi il veut tendre. On voit mal Powell avec 3,5 d'inflation, donc là vous voyez qu'on s'écarte très légèrement de l'objectif des 2% qui est ici. On voit mal Powell venir baisser les taux rapidement. Le problème que ça peut poser, c'est rester dans un contexte très restrictif très longtemps, va à un moment donné faire mal à l'économie.
Faire mal à l'économie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à un moment donné, que sur le marché action, du coup, on va pricer des earnings qui vont être moins bons. Ça veut dire également du chômage qui risque d'augmenter assez fort, etc. Donc on est dans un contexte où l'économie va entre guillemets tellement bien qu'il faut qu'elle aille mal pour finalement aller à ce fameux 2% d'inflation. Donc c'est assez spécial. Et le risque, c'est qu'effectivement, il en vienne, notre ami Powell, à péter un truc à un moment donné, et à ce que effectivement, on ait un taux de chômage. Vous voyez, taux de chômage aux États-Unis, il est très bas par rapport. Vous voyez, ça, c'était la crise Covid. Ici, on était monté à, je sais plus, 20%, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 14%. 14%, et puis depuis, pas d'augmentation du taux de chômage, très légère, on a effectivement quelque chose. Alors Powell nous avait dit, c'est pour ça que j'ai mis cette marque ici au 4,4, on est prêt à accepter 4,3 de chômage globalement, si on a 2% sur la hausse des prix. Donc globalement, ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est quand même une augmentation effective du chômage aux États-Unis, mais très faible. Et on l'a vu sur les datas. Bon, là, vous voyez qu'on était à 3,9, on est redescendu à 3,8. C'est vraiment très faiblous. Ce qui crée, en fait, finalement, une forme de spirale des salaires. C'est-à-dire que tout le monde... vous avez aussi, parce que vous avez des employés, vous voulez les garder, tandis que le secteur de l'emploi est extrêmement tendu. Vous avez cette volonté de garder vos employés, un petit peu comme le secteur de la restauration en ce moment en France, où les gens sont très bien payés parce que personne ne veut faire ce job-là, parce que vous ne mangez pas avec vos enfants, etc., etc. Et que donc, du coup, on a une très grosse rotation dans le secteur. C'est très compliqué pour les restaurateurs de trouver tout simplement des employés. Bref, c'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est de dire, le marché est quand même un peu en train de se dire, bon, on va y rester longtemps là-haut. Et alors tout à l'heure il marchait pas, mais peut-être que c'est réparé maintenant. Le FedWatch, ouais voilà. Je crois qu'il marche toujours pas. Si, ça refonctionne, très bien. Eh bien, du coup, vous voyez qu'on a un marché qui commence, ça c'est un sondage, c'est un outil qui est vraiment relativement formidable, qui nous dit qu'est-ce que pense le marché finalement. Donc c'est une forme de sondage qui est faite auprès des acteurs du marché. 97% des acteurs du marché qui pensent que le 1er mai, au prochain CPI, Powell ne touchera pas les taux. On restera à 5,25, 5,50 et il n'y aura pas de baisse de taux au prochain CPI. Ici, ce qu'on peut, au prochain, FOMC. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'auparavant, on avait une majeure partie du marché qui pensait que Powell allait pivoter. Alors, c'est dommage, je les enregistre pas à chaque fois les datas pour voir un peu la progression, mais qui pensait que Powell allait pivoter en juin. Ici, on avait plus de 50%. Et là, vous voyez qu'avec les datas qui sortent au fur et à mesure, etc., finalement, on est un peu sur un contexte où désormais, ça nous met en septembre le pivot. Vous voyez ici que la majorité du marché pense qu'il y aura une baisse de 0,25 en septembre. Et probablement deux baisses de taux, deux baisses de taux en tout cette année. C'est ce que pense le marché. Donc c'est ce qui est dans les prix. On peut le voir comme ça. Donc ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même une forme de correction sur le marché action. Je pense que d'ailleurs la vidéo affiliée aujourd'hui, on fera principalement du marché action, du contexte macro, des choses comme ça peut-être, parce que ce CPI est intéressant pour avoir ce type de vision-là. Pour vous affilier, vous cliquez sous le bouton rejoindre sous la vidéo. Et donc ce qu'on peut voir dans ce contexte-là, c'est une inflation qui reste sur un plateau, une économie qui va quand même plutôt bien, mais à un moment donné, il va falloir péter un truc, probablement, pour aller gratter ce dernier 1,5% dorénavant qui nous manque pour tout simplement être à 2% d'inflation. Il faut comprendre également que, alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, mais cette année, en début d'année, c'était en janvier, non c'est pas cette année, c'était en 2023, mais c'est pas grave, on a changé le mode de calcul du CPI. Le CPI avant se faisait à N-2 sur un panier à N-2, un panier sur 2 ans, un panier de ce que vous consommez d'habitude, et on a changé la manière de le calculer, ne me demandez pas pourquoi, pour pipoter les chiffres tout simplement, à N-1. C'est-à-dire qu'on va prendre vos habitudes de consommation de l'année précédente. Et ça c'est important, parce que si le bœuf est très cher en N-1, vous allez manger moins de bœuf. Donc du coup, le bœuf va peser moins dans votre panier. Donc on est sur finalement des chiffres où globalement, si moi vous me posez la question, si vous voulez avoir une vraie lecture de l'inflation, il faudrait quasiment avoir un panier à N-10 en soi, en réalité. Parce que c'est là qu'on verrait vraiment si les gens
ont mal ou pas en fonction de la hausse des prix. Et là, les évolutions de consommation, on a privilégié, on va dire, le fait de un peu pipoter ces chiffres. Mais du coup, en plus, imaginez que on a modifié les chiffres, la manière de les calculer, etc. Et en même temps, on se retrouve quand même à bloquer autour des 4%, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Contexte géopolitique, encore une fois aussi. Probablement énormément de liquidités qui ont afflué très vite sur le marché pendant le crash Covid et puis qui du coup en ce moment ne veulent pas se positionner. Enfin, on est toujours en fait sur ce run de liquidité un petit peu et puis voilà, pas mal de choses. Globalement, quand on regarde la data, en tout cas, c'est principalement le shelter et donc l'hébergement et le gasoline qui a tout simplement fait augmenter les prix. Donc ça nous dit également qu'on est sur un secteur de l'hébergement qui coûte cher, probablement parce que les taux sont hauts justement, donc c'est assez bizarre aussi, mais d'une certaine manière... Théoriquement, ça je sais plus, je l'avais déjà expliqué sur la chaîne, mais également on a eu plus ou moins un boom des naissances dans les années 90, mais on a eu aussi la crise de 2008 des subprimes qui a finalement fait diminuer énormément les constructions neuves. Donc du coup, on se retrouve avec plus de primo-acquérants, 30-35 ans, c'est à peu près l'âge à laquelle vous achetez une maison, qui veulent acheter une maison, mais assez peu de constructions neuves parce que traumatisme finalement de la crise de 2008. Donc on est un petit peu sur ce contexte où l'immobilier corrige peu, malgré des taux qui sont importants. On est aussi sur un contexte où tout le monde connaît un petit peu la musique maintenant, donc finalement on a un marché action qui continue à monter, malgré qu'on soit quasiment à 5% de taux. Donc il y a un moment donné où ça risque de piquer un petit peu sur l'économie, encore une fois. Voilà, on est sur un contexte quand même assez particulier et assez peu cocasse, comme on dit, assez peu, plutôt loquace, voilà. La news également, on va essayer de pas trop traîner là-dessus aussi, mais globalement, un petit feu d'USDT de la part du sous-secrétaire au Trésor américain qui accuse la Russie d'utiliser l'USDT pour contourner les sanctions. Ça, on va revenir dessus. Le PDG de Vanek, qui est un des postulants pour les ETF Spot Ethereum, qui finalement, je surveille le son en même temps parce que qui finalement nous dit que probablement que les ETF Spot Ethereum ne seront pas acceptés en mai parce qu'ils ont assez peu d'aller-retour avec la SEC. C'est-à-dire peu de réponses, peu de répondants de la part de la SEC. Ici, on a la courbe sortie de Grayscale. Vous voyez, Grayscale était à 619 000 BTC, ils sont désormais à 316 000. Contre les entrées, finalement, de Ibit, donc BlackRock. Vous voyez que ça se tient à peu près, vraiment, on est juste sur une rotation. Hong Kong qui va probablement approuver ses premiers ETF Bitcoin Spot et ça va augmenter encore une fois la demande, d'autant plus que les Chinois ont été quand même pas mal brimés, pas mal empêchés d'acheter de la crypto dernièrement. Et ici on voit les outflows globales d'hier, on a eu des sorties de 20 millions, c'est-à-dire globalement c'était une journée neutre, 20 millions c'est pas vraiment des entrées, pas vraiment des sorties non plus. On voit également que Grayscale a saigné de 154 millions, et que Ibit a pris 130 millions derrière, et globalement les autres n'ont pas pris grand-chose. Ça, on en a parlé déjà, bien évidemment, et je vous le redis, mettez un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Principalement dans les news, je vous le dis tout de suite, on va avoir que de l'inflation, et on l'a traité cette news-là, donc je pense qu'on va passer assez rapidement sur tout ça. L'intérêt des retail en crypto qui est plutôt bas comparé au dernier bull run, et c'est assez vrai, et c'est le PDG de Lunar Crash qui dit ça, qui est quand même une firme qui est spécialisée justement dans le social interest, c'est-à-dire tout à fait, ils ont les métriques en fait pour calculer ce genre de choses-là. C'est assez vrai, on est plutôt sur finalement un rallye qui est institutionnel, et puis les anciens de la crypto, mais on est plutôt entre nous. Il y a quelques nouveaux arrivants certes, mais on n'est pas sur un intérêt retail qui est incroyable. Le président de Bitwise qui dit que le business model de Tether est relativement excellent. Bah oui, ça fait envie à tout le monde. Vous comprenez que ici, on a un Tether qui correspond à peu près 80% de ce que fait Goldman Sachs
en bénéfice, mais également 70% de ce que fait Morgan Stanley, mais en termes de nombre d'employés, là où on est à plusieurs milliers sur ces deux grosses banques, sur Tether, il y a à peine quelques centaines d'employés en fait. Et donc, effectivement, les stablecoins intéressent beaucoup de monde. On a vu Ripple qui veut se lancer sur ce domaine-là. On a vu également, bien sûr, l'intérêt de BlackRock via Circle qui possède l'USDC. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que... Et aux États-Unis, finalement, on n'a pas vraiment cette volonté, en tout cas, c'est pas du tout dans les tuyaux pour le moment, de venir faire une monnaie numérique de banque centrale. Elles seront probablement privées à partir du moment où elles sont backées sur des bons du Trésor américain. On va dire que ça convient très bien à l'État. Ici, on l'a dit, le CPI qui est principalement poussé par l'hébergement et le pétrole. Donc ce CPI qui est mauvais est un peu à prendre avec des pincettes quand même parce que c'est quelque chose qui est assez dépendant des taux, le shelter, et ça fait pas mal de mois qu'il plombe un peu le CPI, et également dépendant du contexte économique, le gasoline, donc le pétrole. Année de préélection, est-ce que Biden va à nouveau taper dans les stocks pour faire baisser ou pas les prix à la pompe? Pour le moment, il a déjà beaucoup fait, il a été beaucoup critiqué pour ça aussi, parce que théoriquement, les stocks, c'est des stocks stratégiques, et là, en l'occurrence, il les a vraiment utilisés pour faire baisser les prix à la pompe. On va voir. Ici, les stocks qui, en Europe qui sont en train de tomber en raison du mauvais CPI aux USA. Et également ici le Dow Jones qui perd 500 points, toujours sur ce report-là. Semaine prochaine, enfin non pas semaine prochaine, cette semaine, demain on aura le PPI, c'est ici. PPI, Producer Price Index, on va dire que ça vous dit à combien ça coûte de produire, donc c'est un petit peu quelque chose qu'on peut voir comme de l'inflation à venir, donc on surveillera quand même, on jettera un œil, et puis derrière, pas forcément de news, pas mal de gouverneurs de banques centrales qui vont parler, vous le voyez ici, mais bon, rien de bien impressionnant. Semaine prochaine, on regardera plus tard. On passe à la liquidité. Que j'ai du coup déjà étudié, puisque j'ai déjà fait cette vidéo une première fois, je vérifie le son. 300 millions, 140 millions sur Bitcoin et Ethereum, la map est verte, donc on a liquidé principalement du long. 300 millions, c'est beaucoup. Enfin, c'est une journée relativement péchue. Je dirais qu'en ce moment, on est sur une journée normale, c'est 100 millions. La moitié sur Bitcoin et Ethereum, on est plutôt dans la normalité. Et la map est verte, on a liquidé du long, ce qui correspond plutôt à l'action de prix qui a été baissière. Derrière, pas mal d'ordres à l'achat qui ont été pris ici, certains qui s'étaient ravisés juste avant, vous voyez que dans cette bougie-là, on les prend. On a beaucoup d'ordres d'achat qui viennent de se faxer en dessous, suite à cette news du CPI, je pense que ça s'est fait vers 14h30, voilà. Donc on a du monde qui veut racheter un petit peu plus bas, et ça c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets, pour tenir le prix, bien sûr. Globalement, je vous ai déjà fait les niveaux de liquidité également. Ce que je vois d'une certaine manière, c'est que ici, j'avais un peu une latéralisation de la structure, mais j'avais déjà un funding qui était à la baisse, donc c'est pour ça que j'ai mis ce niveau en haut. Je pense qu'il y a un petit peu de monde juste avant cette descente-là. Également, un funding qui est en dessous des 0,10, donc on est en zone neutre par rapport au funding. Et également, un petit peu de long sous la structure, puisque là, j'ai un regain d'open interest sur ce rebond-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que on est en train de baisser. Donc ce regain d'open interest, il rajoute en fait finalement à ce niveau-là. Donc je pense vraiment qu'on va revisiter 69 assez rapidement. Et peut-être après un petit passage sous 67, c'est un petit peu la question 67,5. Les bulles de liquidité. Alors, grosso modo, on voit cette petite poche, effectivement, qui s'est créée autour des 67,5, mais on voit également cette volonté. On voit beaucoup plus de short que de long sur le delta, vous le voyez ici. On voit aussi, effectivement, qu'il y a du monde qui est rentré short sur toute cette structure, la petite, là, ici, avec des grosses positions que là, on est en train de nettoyer. Donc, 69, encore une fois. Et puis, voilà. Donc, en termes de liquidité, étant donné qu'on a baissé, on va se dire qu'on se retrouve avec une liquidité qui est plutôt haussière. C'est relativement normal.
Mais en tout cas, les poches de liquidité ont été prises. Sur Ether, hier on disait un petit tour à faire peut-être sous les 3005. Ben là, en l'occurrence, on a perforé complètement. On est même allé directement à 3004. Donc on a pris toute la poche de liquidité qui était là-dedans. Ether, il y a eu une toute petite intérêt allongé ici, mais vous voyez qu'il y a des grosses positions qui sont rentrées short sur le CPI, en espérant pour eux qu'ils soient dans de l'intraday, parce que probablement que s'ils cherchaient le short du siècle, on va dire, je pense que on est en train de se diriger vers les 3505 sur Ethereum. On voit le delta également qui est plutôt chargé en shorter. Sur la One Week, j'ai pas regardé le funding sur Ether, mais on est deux fois au-dessus de Bitcoin quand même. La One Week. Alors on est aux portes, puisque maintenant on est venu un petit peu prendre ce niveau-là. Vous comprenez qu'on est en funding neutre, hein, donc sous-entendu, on a la même chose là que là, hein, donc là ça paraît impressionnant, mais en fait, il y a des positions qui ont probablement pris profit sur ces longues-là. Aller en bas, ça voudrait dire 65, en tout cas quand on regarde la One Week, et aller en haut, c'est 73, 74. Est-ce que ça va défendre ici, de la part des longueurs, sur cette zone-là, ou est-ce qu'on va passer en dessous? Vous comprenez que le fait qu'on ait rajouté un peu plus de position dans cette zone-là, eh bien, ça nous dit que, vous voyez qu'on a traîné hein, un petit peu sur cette zone-là. Donc du coup, ça a rajouté effectivement des positions. Donc attention à ça, ça pourrait nous emmener vers une prise de liquidité dessous. On dira en fin de vidéo quel est pour nous le scénario privilégié. Et sur Ethereum, funding un petit peu plus important. Donc là, il faut comprendre que probablement ce qu'on a sous les yeux, c'est relativement cohérent. 3170 pour prendre toute la liquidité en bas. Et si jamais on devait se reprendre, 3800 vers le haut. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, ce CPI n'est pas une très bonne nouvelle. Cela dit, c'était déjà plus ou moins dans les prix, bien évidemment. Globalement, on a vu une baisse au niveau du 1er avril, à peu près par là. Et là, on savait que dans les chiffres, on avait un consensus, etc. Toutes ces choses-là. On est 0,1 au-dessus, ce qui est la mauvaise nouvelle. On va dire que ça, sur l'intraday, ça rajoute encore un peu plus à cette potentialité de tomber. De descendre. Je trouve en tout cas, personnellement, que le contexte est assez tendu. On fera probablement la vidéo d'ailleurs affiliée là-dessus, sur le contexte macro, les stocks, etc., toutes ces choses-là. Globalement, je trouve que cette distribution-là est plutôt jolie en canal, etc., pour se reprendre, hein, bien évidemment, sur Trend. Sur Trend, j'entends par ceci. Maintenant, on voit qu'il y a effectivement un tout petit peu de liquidité là, et on se rappelle qu'il y avait de la liquidité légèrement sous ce creux-là. Cela dit, le contexte est suffisamment dégradé, je dirais, pour à minima venir casser cette distribution. On l'a vu, hein, il y a de la liquidité ici au-dessus, enfin, globalement dans cette zone-là. On a un funding qui est relativement neutre, ce qui peut éventuellement nous dire que les choses peuvent se reprendre sur la zone qui est là actuelle. Ce que je voudrais voir personnellement pour rester haussier, entre guillemets, déjà c'est, il faut le comprendre, que on réintègre un peu toute la trend, et là, excusez-moi, il faut que je me mette en log. Hop, ça change rien sur les petite time frame, celle que je viens de venir voir, mais si on dézoome un petit peu, c'est important. Globalement, ce qu'on peut voir sur le log, c'est que, en fait, j'en avais parlé ici, mais pour moi, cette trend, elle est relativement importante, ici, celle-ci. Pourquoi ça? Parce que, on va dire que c'est la trend un peu initiale, c'est celle qui nous garde dans une forme de parabole, vous voyez? Et en l'occurrence, là, si on la perd, ça enlève un peu de cette idée-là, de cette idée de montée rapide, entre guillemets. Et également, vous voyez qu'elle repousse en fait finalement par deux fois. Là, on pouvait penser que ça allait tenir, mais en fait, ça n'a pas tenu. Hein, donc maintenant, on a l'info. Et ici également, ici, là, vous voyez qu'on a à peine temporisé. On a à peine retemporisé. Finalement, on s'est fait rejeter par la distribution qu'on avait mise en avant hier. Et distribution qui nous a également rejeté une nouvelle fois là-dedans. Donc, on va pas faire de l'îlot wave où on va pas rentrer dans les détails éventuels des vagues, etc., ceci, cela, mais d'une manière générale, on va dire que également la perte de ceci, si on devait reproduire ce qui s'est passé d'une certaine manière là, eh bien, nous emmènerait
à peu près là où ça nous a emmené, hein, en fait, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc ça tient. Ensuite, si on arrive à péter la distribution qui est là, bah, je suis plutôt boule, moi, dans l'idée, c'est-à-dire pour un retracement un peu plus haut et peut-être une continuation haussière. Si on perd ça, par contre, c'est pas une très bonne nouvelle. Je parle ici de casser la distribution qui est ici. Perdre ça, ça serait vraiment pas une très bonne nouvelle, parce que je vous l'ai dit, ça nous emmène au point pivot qui est là, et peut-être plus bas, c'est-à-dire une flat, c'est-à-dire 60 000. Donc perdre ça, et bah, c'est sûrement venir là, et peut-être même encore plus bas. Maintenant, pour le moment, on va dire que le contexte me semble suffisamment dégradé pour éventuellement plutôt se reprendre, ou en tout cas prendre de la liquidité. Vous voyez là qu'on est en train de nettoyer la liquidité dont je vous parlais tout à l'heure, qui était relativement importante. C'est normal que ça se fasse vite, parce qu'on liquide en fait, hein, on vient chercher de la liquidation là-dedans. Ce que je voudrais voir, moi, c'est casser ça, se maintenir au-dessus de ce niveau-là, et finalement marquer un bottom qui soit plus haut que cette zone-là, puisque c'est ce qu'on veut voir pour que la structure soit, entre guillemets, préservée. Donc ça, c'est pour être haussier. Dans les vraiment toutes petites TF, on va dire, qu'est-ce qu'on peut voir un peu sur zone, etc. On voit un 5 minutes qui tient par ici. Moi, j'aime bien descendre très bas dans les TF. C'est pas vraiment un 5, c'est plutôt un 15, mais... Moi au-dessus. Désolé, hein. Ouais, on doit être à peu près par là, et du coup on va le libeller en 15. On voit un 15 minutes qui tient à peu près sur cette zone-là. Est-ce qu'il peut tenir le prix dans ces zones? Bon, ça serait étonnant de ne pas aller toucher la traîne, quoi. Après, la traîne, vous comprenez que moi je l'ai mise comme un barbare, parce qu'elle est pas très propre, hein, sincèrement. Qu'on se le dise. On va essayer d'un peu mieux la placer, mais... Histoire d'avoir un max de contact, peut-être quelque chose comme ça, voilà. Désolé, hein, ça prend du temps, mais... Donc, on avait parlé également d'une structure plus importante, je crois que c'était en 4 heures. C'est pas grave, j'ai dû l'effacer, mais c'est pas grave, c'est pas tellement la question. Alors, ce qu'on veut voir d'une certaine manière, c'est déjà ce 4 heures être tenu pour rester haussier. Hein. Sinon, tout est extrêmement baissier. Ce qu'on a sous les yeux serait extrêmement baissier. Péter, bien sûr, cette trend également de distribution qui est là. Faute de quoi, on ne maintient pas finalement cette petite structure haussière qu'on a ici. Ne surtout pas perdre ce point-là, bien évidemment, 65. Voilà toutes les choses qui peuvent nous permettre de rester haussier. Pour l'instant, ce que je vois quand même, c'est une des accumulations qui, petit à petit, viennent à venir chercher 65, quoi, d'une certaine manière. La liquidité intraday, elle est bonne pour de la hausse. En tout cas, on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde la liquidité, voilà, c'était plutôt pas mal. Ce que je cherchais tout à l'heure en 4 heures, ça y est, je l'ai retrouvé, c'était ce potentiel élargissement. Avec ici, structure à la hausse, donc 1, 2, 3, 4. Et l'idée d'aller chercher une 5 tout en haut pour ensuite redescendre et faire une rotation partielle. Pour moi, ça tient toujours, ça. C'est normal qu'on fasse une A ici. Si on est en train de construire les potentialités d'une B là-dedans, donc si on arrive à casser cette fameuse distribution, vous comprenez qu'on active un peu ce type de target-là. Et à minima revenir, retester une nouvelle fois la traîne blanche. Si on pète la distribution... vous avez sous les yeux un flag. Après, l'idée d'un flag, c'est simplement de dire, encore une fois, hein, l'idée c'est de se dire, on reprend la météo d'hier pour se dire qu'on aura la même météo aujourd'hui. C'est-à-dire, je reproduis cette vague une fois que j'ai cassé cette consolidation-là.
Tout à fait possible déjà, oui, à minima, de revenir 75, etc. Pour ça, il va falloir péter la distribution, tenir les niveaux et ainsi de suite, etc. Pour pouvoir rester aussi un petit peu sur cette zone-là. Ça serait très boule de faire ça. Maintenant, le contexte se dégrade. Le fondamental, je trouve, se dégrade pas mal. D'une certaine manière, je pense qu'il va falloir quand même être un petit peu attentif à tous les éventuels signes qui peuvent se prêter à nous. La dégradation du contexte, c'est une bonne nouvelle parce que ça va dégrader le sentiment et parce que pour le coup, ça peut nous donner des boosts au niveau de la liquidité pour venir chercher un petit peu ce qui se passe au-dessus. Vous vous rappelez que c'est dans les meilleurs FUD qu'on fait les bons trades. Hein. Vous vous rappelez, nous on en a passé des énormes notamment pendant le crash bancaire et tout le FUD sur l'USDC, je me rappelle. Voilà, toutes ces choses où on disait, ça y est, le système va s'écrouler, etc. Et toutes ces choses-là. Maintenant... je pense qu'il faut être un peu futé, et c'est ce que je vais développer, hein, je pense, dans la vidéo affiliée. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu futé et se dire que là, on n'est pas loin de péter un truc. Il vaut mieux se dire qu'on va péter un truc avant que ça casse que juste après que ça ait cassé finalement. Toujours est-il que pour le moment, ça distribue en 4 heures. Si on voit une inversion 4 heures, pour moi, voilà, on continue finalement d'essayer d'aller potentiellement chercher des targets autour de 75. Également ici, pardon. Également ici, ça voudrait dire rester larvé sous ce momentum-là, ce qui n'est pas forcément une très, très jolie chose. Et également, j'ai parlé de cet élargissement, mais c'est une figure un peu moisie. Les élargissements symétriques de sommet, c'est 56% de cassure à la hausse. C'est pas génial, quoi. C'est pas une super figure. Si on la casse, en revanche, ça donne des targets. On l'avait d'ailleurs joué, hein, cette figure-là, je me rappelle. On l'avait joué ici. D'accord, on avait la même chose, on avait vraiment notre 1, 2, 3, 4, 5, rotation partielle, et on dégage en haut, et on a touché la target déjà, hein, puisque comment vous fonctionnez avec ce type d'élargissement, vous prenez l'amplitude de la figure jusqu'au bas de la vague 4, et vous le reportez au point de cassure, et qu'on a touché parfaitement. Est-ce qu'on rejoue ça? Est-ce qu'on est en train de faire le fractal de ça? C'est possible, c'est sincèrement possible. Pour le moment, c'est ce que je joue moi, personnellement. Donc mon scénario privilégié, vous l'aurez compris, est bien sûr pour une continuation de la tendance haussière. À ce stade, on a quand même un mauvais fondat, et surtout, on a des afflux ETF sur le TF Spot qui sont pas géniaux. On avait perdu 200 millions hier, on a perdu que 20 millions aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer là aujourd'hui. Ce CPI au-dessus du consensus n'est pas une très bonne nouvelle non plus. Est-ce que ce fondamental-là peut totalement reverser la structure? J'en suis pas sûr pour le moment. J'ai plutôt l'impression quand même, quand je regarde le carnet d'ordre, qu'il y a une volonté d'acheter, plus bas, mais il y a une volonté d'acheter. Donc ça nous en dit long également sur le sentiment, bien évidemment. Il faut comprendre ici que on parle ici de gros, hein, et il y a une volonté de vendre aussi sur les 70, vous le voyez, 200, 300 bitcoins ici, 100 bitcoins, voilà, c'est pas une donnée intrinsèque que de dire que les whales achètent ou les whales vendent. D'ailleurs, je trouve moi-même que le concept de smart money, c'est pas qu'il est pourri, mais vous avez toujours une smart money qui va se bastonner contre une autre, hein, d'une certaine manière. Là, vous le voyez, vous avez des shorts qui ont essayé de défendre leur position. Ça a bien marché pendant un certain temps. Ils avaient le pognon pour le faire. Ensuite, ils ont eu leur drop. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Et puis derrière, finalement, le niveau, entre guillemets, n'a pas tenu. Ou alors, il a été défendu plus haut. Mais voilà, d'une certaine manière... La smart money est toujours un petit peu, c'est un concept, si vous voulez, qui effectivement on savait qu'il y avait de la liquidité là. Celui qui voulait remplir des gros ordres en short, il avait intérêt à le faire ici, d'accord, parce que effectivement, ou moi-même je l'aurais peut-être même joué plus haut, si vous voulez. L'idée ici, c'est tout simplement de dire accumuler du contrat, oui, certes, mais c'est surtout une histoire de momentum. Voilà, vous pouvez pas bouger le prix nécessairement uniquement tout seul. C'est ça que je veux dire. Donc, une longue conclusion, une fois de plus. Pour moi,
cette structure est toujours dans une compression. Donc j'ai pas vraiment de signal, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je tiens ça. Et pour le moment, bah, je semble refuser un peu plus haut là-dessus. D'ailleurs, je pense même qu'on peut enlever ça. Puisque ça pollue un petit peu. On va essayer de dépolluer un peu notre chart. Toujours pareil, dans ce type de compression, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis dans une flat, d'accord? C'est-à-dire, on en a parlé, un retour sous 60K, qui est tout à fait possible, mais pas forcément dans mes tuyaux personnellement, parce que le funding est dans des zones neutres. Et parce que, pour moi, le contexte est peut-être suffisamment dégradé pour rajouter même encore un petit peu, finalement, de FUD dans l'histoire, ce qui veut dire le retail vient à shorter, ce qui veut dire on vient choper sa liquidité tout simplement. Donc voilà, je reste quand même relativement haussier là-dessus. Maintenant, ce que je veux voir, et les signaux que je veux voir, c'est le fait de casser ici ce petit flag pour éventuellement me dire ok, on continue d'activer des targets dans la zone des 75, 77, 78, ce qui est plutôt une bonne chose. Et derrière, si on arrive à maintenir ce palier, si on arrive à en sortir ici, vous le voyez, de cette liquidité-là, à bouffer la liquidité qui est un peu dans cette zone-là, donc si ça pouvait se faire un petit peu rapidement, sur fond de sentiments dégradés et de funding assez neutre voulant dire que les longs prennent leur profit, d'accord? Ici, j'ai pas une liquidité qui est non plus incroyable, j'ai plutôt un sentiment qui est mitigé et une baston qui se situerait justement entre cette zone-là, on va dire, et puis cette zone-là, d'accord? Derrière, excusez-moi, derrière, donc si j'arrive à casser un petit peu ça, pour moi, si on arrive à valider le fait qu'on s'installe au-dessus, je mets en pause une seconde. Désolé, on va clôturer d'ailleurs. Oui, donc si on arrive à valider, à faire cette marche-là, tenir, entre guillemets, la marche des 74 et rebondir dessus, pour moi, c'est 90 direct. Maintenant, pour le moment, on a besoin de ce type de consolidation. Et donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on les fasse. Est-ce qu'on a besoin de passer sous la structure ou pas? Pour moi, c'est là juste la grande question du moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on va venir faire un tour sous 60 une nouvelle fois ou pas? J'ai pas le sentiment qu'on soit trop dans cette idée d'acheter un couteau qui tombe. Maintenant, je trouve le sentiment suffisamment dégradé pour que ça ne soit pas le cas. Maintenant, on va voir encore une fois. Le problème, c'est que ça se regarde au jour le jour ce genre de choses. Donc, il faut regarder tout le temps, hein, malheureusement. Coinalaz est gratuit. iBlock, si ça vous intéresse, il y a moins 60% en ce moment. Passez par les liens de la chaîne si ça vous intéresse également. Venez vous abonner sur le Twitter de la chaîne. Si vous n'avez pas Twitter, créez un compte Twitter. Et puis, ne vous abonnez que... je plaisante, hein, bien sûr. Mais en tout cas, essayez de pousser un petit peu la chaîne parce que ça fait plaisir quand ça fonctionne, quand il y a des abonnés qui rentrent quand même. On va dire que c'est plutôt gratifiant. J'espère que tout le contenu de cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas même à le critiquer. J'ai aucun problème avec ça. En commentaire de la vidéo, j'ai strictement aucun problème avec la critique. J'ai jamais effacé le moindre commentaire ou quoi que ce soit, ni bloqué qui que ce soit. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je suis un petit peu à l'agonie là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.